Il n'est naturellement pas facile de suivre l'ontogenèse de la pulsion grégaire. L'angoisse du petit enfant quand il est laissé seul, que Trotter revendique déjà comme manifestation de la pulsion, suggère cependant une autre interprétation. Elle concerne la mère, plus tard d'autres intime, et elle est l'expression d'une nostalgie inassouvie dont l'enfant ne sait encore rien faire d'autre que la transformer en angoisse. Dans Introduction à la psychanalyse. L'angoisse du petit enfant délaissé ne s'apaise pas non plus par la vue de n'importe qui d'autre du troupeau, mais elle est au contraire suscitée par l'apparition d'un de ces étrangers. De plus, pendant longtemps, on ne remarque chez l'enfant rien d'un instinct grégaire ou d'un sentiment de foule. Un tel sentiment se forme d'abord dans la nurserie, aux nombreux enfants à partir du rapport des enfants à leurs parents, et il se forme en réaction à la jalousie initiale avec laquelle l'aîné accueille le plus jeune. L'aîné des enfants voudrait, c'est certain, refouler jalousement celui qui vient après lui, le tenir à l'écart des parents et le dépouiller de ses droits, mais en présence du fait que cet enfant aussi, comme tous ceux qui suivront, est aimé par les parents d'une égale façon, et par suite de l'impossibilité de persévérer dans son attitude hostile sans dommage personnel, il est contraint à l'identification aux autres enfants, et il se forme dans la troupe d'enfants un sentiment de foule, de communauté, qui plus tard connaît à l'école la suite de son développement. La première exigence de cette formation réactionnelle est celle de justice, de traitement égal pour tous. On sait à quel point cette revendication s'exprime à l'école à voix haute et sans concession. Si tant est qu'on ne peut soi-même être le privilégié, qu'au moins aucun de tous les autres ne soit privilégié, on pourrait tenir pour invraisemblable cette transformation, cette substitution dans la nurserie et la salle de classe d'un sentiment de foule à la jalousie si plus tard on n'observait pas de nouveau le même processus en d'autres circonstances. Que l'on pense à la troupe exaltée de femmes et de jeunes filles amoureuses qui se pressent autour du chanteur et du pianiste qui viennent de se produire, sans doute en faudrait-il peu à chacune d'entre elles pour être jalouse de l'autre, mais devant leur nombre et l'impossibilité qui y est liée d'atteindre le but de leurs sentiments amoureux, elles y renoncent, et au lieu de se prendre aux cheveux les unes les autres, elles agissent comme une foule unie. Elles rendent hommage à l'idole dans des actions communes et seraient heureuses par exemple de se partager ses boucles de cheveux. Elles ont pu, rivales à l'origine, s'identifier les unes aux autres et grâce à cet amour égal pour le même objet. Si une situation pulsionnelle est, comme c'est habituellement le cas, susceptible d'avoir plusieurs issues, nous ne nous étonnerons pas que s'offre précisément l'issue à laquelle est liée la possibilité d'une certaine satisfaction. Cependant qu'une autre, même plus proche, fait défaut parce que les circonstances réelles lui interdisent d'atteindre ce but. Ce que l'on va trouver plus tard dans la société, agissant comme esprit collectif, esprit de corps, ne désavoue pas l'envie originaire dont il découle. Nul ne doit se mettre en avant, chacun doit être et avoir pareil. Justice sociale, cela signifie que l'on se refuse beaucoup de choses à soi-même, afin que les autres, eux aussi, soient contraints d'y renoncer, ou ce qui revient au même, qu'ils ne puissent les exiger. Cette exigence d'égalité est la racine de la conscience sociale et du sentiment du devoir. Elle se révèle de façon inattendue dans l'angoisse de contagion chez les syphilitiques que nous avons appris à comprendre par la psychanalyse. L'angoisse de ces pauvres gens correspond à leur opposition violente au désir inconscient de propager leur infection chez les autres, car pourquoi devraient-ils eux seuls être infectés et exclus de tant de choses et les autres pas? La belle anecdote du jugement de Salomon a elle aussi la même source. Si l'enfant d'une femme est mort, l'autre ne doit pas en avoir un vivant. C'est à ce désir qu'on reconnaît celle qui a subi la perte. Le sentiment social repose ainsi sur le retournement d'un sentiment d'abord hostile à un lien à caractère positif de la nature d'une identification. Pour autant que jusqu'à présent nous puissions comprendre le déroulement des choses, ce retournement semble s'accomplir sous l'influence d'un lien collectif de tendresse avec une personne située en dehors de la foule. À nous non plus, notre analyse de l'identification ne nous paraît pas exhaustive, mais pour ce que nous proposons actuellement, il suffit que nous revenions à ce seul et unique point, à savoir qui est exigé la réalisation conséquente de l'égalisation. Nous avons déjà vu lors de la discussion sur les deux foules artificielles, l'Église et l'armée, que leur condition préalable est que tous soient aimés d'une manière égale par un seul, le meneur. Mais n'oublions pas maintenant que l'exigence d'égalité de la foule vaut seulement pour ces individus pris isolément et non pour le meneur. Tout
tous ces individus pris isolément doivent être égaux les uns par rapport aux autres, mais tous veulent être dominés par un seul. Beaucoup d'égaux qui peuvent s'identifier les uns aux autres et un seul et unique supérieur à eux tous, telle est la situation que nous trouverons réalisée dans la foule capable de vivre. Risquons-nous donc à corriger l'affirmation de Trotter, l'homme est un animal de troupeau, en disant qu'il sera plutôt un animal de horde, être individuel d'une horde menée par un chef. La foule et la horde originaire. En 1912, j'ai adopté la supposition de Darwin selon laquelle la forme originaire de la société humaine serait celle d'une horde soumise à la domination sans limite d'un mâle puissant. J'ai essayé d'exposer que les destins de cette horde ont laissé des traces indestructibles dans l'histoire héréditaire de l'humanité, et spécialement que le développement du totémisme, qui inclut des commencements de religion, de moralité, d'organisation sociale, se rattache au meurtre violent du chef et à la transformation de la horde du père en une communauté de frères. Ceci n'est certes qu'une hypothèse, comme tant d'autres par lesquelles les historiens de la préhistoire cherchent à éclairer l'obscurité des origines. Un critique anglais non dépourvu de gentillesse l'appelait avec esprit une just so story, mais je pense que c'est à l'honneur d'une telle hypothèse que d'être à même de créer cohérence et compréhension dans les domaines toujours nouveaux. Les foules humaines nous montrent une fois de plus l'image familière d'un individu isolé, surpuissant au sein d'une bande de compagnons égaux, image également contenue dans notre représentation de la horde originaire. La psychologie de cette foule, telle que nous la connaissons d'après la description souvent mentionnée, disparition de la personnalité individuelle consciente, orientation des pensées et des sentiments dans des directions identiques, prédominance de l'affectivité et du psychisme inconscient, tendance à la réalisation immédiate de desseins qui surgissent. Tout cela correspond à un état de régression, à une activité psychique primitive, telle qu'on pourrait justement l'assigner à la horde originaire. Doit être en particulier valable pour la horde originaire ce que nous avons précédemment décrit dans l'ensemble des caractéristiques de l'homme. La volonté de l'individu isolé était trop faible, il ne se risqua pas à l'action. Nulle autre impulsion que collective n'aboutissait jamais. Il n'y avait qu'une volonté commune, aucune volonté singulière. La représentation n'osait pas se transposer en volonté, lorsqu'elle ne se trouvait pas renforcée par la perception de sa propagation générale. Cette faiblesse de la représentation trouve son explication dans la force de tous les liens affectifs communs. Mais l'uniformité des conditions de vie et l'absence de propriété privée contribuent à déterminer chez les individus la conformité des actes psychiques. Les besoins excrémentiels n'excluent pas non plus, comme on peut l'observer chez les enfants et les soldats, la vie communautaire. La seule exception importante est l'acte sexuel, au cours duquel le tiers est pour le moins superflu et dans le cas extrême condamné à une pénible attente. Au sujet de la réaction du besoin sexuel, satisfaction génitale, contre la grégarité, voire ultérieurement. La foule nous apparaît donc comme une reviviscence de la horde originaire, de même que l'homme des origines s'est maintenu virtuellement en chaque individu pris isolément. De même, la horde originaire peut se reconstituer à partir de n'importe quel agrégat humain. Dans la mesure où la formation en foule régit habituellement les hommes, nous reconnaissons en elle la persistance de la horde originaire. Nous devons en conclure que la psychologie de la foule est la plus ancienne psychologie de l'homme, ce que nous avons isolé en tant que psychologie individuelle, en négligeant tous les résidus de foule, ne s'est dégagé que plus tard de l'ancienne psychologie des foules, progressivement et pour ainsi dire d'une manière qui n'a jamais été que partielle. Nous allons encore nous risquer à indiquer le point de départ de cette évolution. Une première réflexion nous montre sur quel point cette affirmation appelle une correction. La psychologie individuelle, bien plutôt, est nécessairement tout aussi ancienne que la psychologie des foules, car dès le début, il y eut deux sortes de psychologie, celle des individus en foule et celle du père, du chef, du meneur. Les individus de la foule étaient réunis par les mêmes liens que ceux que nous trouvons aujourd'hui, mais le père de la horde originaire était libre. Ses actes intellectuels étaient, même dans leur isolement, forts et indépendants. Sa volonté n'avait pas besoin d'être renforcée par celle des autres, en conséquence de quoi nous supposons que son moi avait peu de liens libidinaux. Il n'aimait personne en dehors de lui et n'aimait les autres que dans la mesure où il servait ses besoins. Son moi ne cédait rien de superflu aux objets. Au seuil de l'histoire de l'humanité était le surhomme que Nietzsche n'attendait que de l'avenir. Aujourd'hui encore, les individus en foule ont besoin de l'illusion d'être aimés de manière égale et juste par le meneur.
Mais le meneur, lui, n'a besoin d'aimer personne d'autre. Il a le droit d'être de la nature des maîtres, absolument narcissique, mais sûr de lui, et ne dépendant que de lui. Nous savons que l'amour endigue le narcissisme et nous pourrions démontrer comment, par cette action, il est devenu facteur de civilisation. Le père originaire de la Horde n'était pas encore immortel, comme il le devint plus tard par déification. Quand il mourait, il devait être remplacé et venait vraisemblablement à sa place un fils le plus jeune qui jusqu'alors avait été individu en foule comme un autre. Il faut donc qu'il y ait une possibilité de transformer la psychologie de la foule en psychologie individuelle. Il faut qu'une condition soit trouvée sous laquelle une telle transformation s'accomplit aisément. De même qu'il est possible aux abeilles, en cas de besoin, de tirer d'une larve une reine au lieu d'une ouvrière. On ne peut pas alors se représenter la chose qu'ainsi le père originaire avait fait obstacle à la satisfaction des tendances sexuelles directes de ses fils. Il est contraigné à faire abstinence et en conséquence à s'attacher affectivement à lui et les uns aux autres par des liens qui pouvaient naître des tendances à but sexuel inhibées. Il est contraigné, pour ainsi dire, à rentrer dans la psychologie des foules. Sa jalousie et son intolérance sexuelle sont devenues en dernier ressort l'origine de la psychologie des foules. On peut aussi supposer par exemple que les fils chassés, séparés du père, ont franchi le pas qui va de l'identification mutuelle à l'amour objectal homosexuel et acquis ainsi la liberté de tuer le père, voire totem et tabou. À celui qui devenait son successeur était donnée ainsi la possibilité de la satisfaction sexuelle et était ouverte la voie permettant d'échapper aux conditions de la psychologie des foules. La fixation de la libido à la femme, la possibilité de satisfaction sans ajournement ni accumulation amenait la fin de l'importance des tendances sexuelles inhibées quant au but et faisait s'élever le narcissisme toujours à la même hauteur. Nous reviendrons dans une annexe sur le rapport de l'amour à la formation du caractère. Montrons encore ce qui est particulièrement instructif, dans quel rapport à la constitution de la horde originaire se trouve la forme d'organisation au moyen de laquelle, moyen de contrainte exceptée, une foule artificielle se maintient. Dans l'armée et l'église, il s'agit, nous l'avons vu, de l'illusion que le meneur aime tous les individus pris isolément d'une manière égale et juste. Mais ceci est exactement la transposition idéaliste des rapports dans la horde originaire, où tous les fils se savaient persécutés de manière égale par le père originaire et le redoutaient de manière égale. Déjà, la forme suivante de la société humaine, le clan totémique, a pour préalable cette transformation sur laquelle sont édifiés tous les devoirs sociaux. La force inaltérable de la famille en tant que formation naturelle en foule repose sur le fait que ce préalable nécessaire de l'amour égal du père peut être réellement vrai pour elle. Mais nous attendons encore plus lorsque nous ramenons la foule à la horde originaire. Cela doit aussi nous rendre plus accessible ce qui reste d'incompris et de mystérieux dans la formation en foule et qui se cache derrière les mots énigmatiques d'hypnose et de suggestion. Et je pense que cela peut effectivement parvenir à ce résultat. Souvenons-nous que l'hypnose a en soi quelque chose de franchement inquiétant, mais le caractère de l'inquiétant renvoie à quelque chose d'ancien et de bien familier, tombé sous le coup du refoulement. Pensons à la manière dont l'hypnose est induite. L'hypnotiseur affirme être en possession d'un pouvoir mystérieux qui dérobe au sujet sa volonté propre, ou ce qui revient au même, le sujet croit cela de lui. Ce pouvoir mystérieux, désigné encore souvent sous le nom populaire de magnétisme animal, est nécessairement le même que celui qui est considéré par les primitifs comme la source du tabou, le même que celui qui émane des rois et des chefs de tribus et qui fait qu'il est dangereux de les approcher, mana. C'est en possession de ce pouvoir que l'hypnotiseur prétend donc être, et comment le manifeste-t-il? En invitant la personne à le regarder dans les yeux. Il hypnotise de façon typique par son regard, mais c'est justement la vue du chef de tribu qui est pour le primitif dangereuse et insupportable, comme plus tard celle de la divinité pour le mortel. Moïse encore doit faire l'intermédiaire entre son peuple et Jéhovah, étant donné que le peuple ne supporterait pas la vue de Dieu, et quand il revient, après avoir été en présence de Dieu, sa face rayonne, une partie du mana s'est transférée sur lui comme chez l'intermédiaire des primitifs. On peut toutefois provoquer l'hypnose également par d'autres voies, ce qui induit en erreur et a donné lieu à des théories psychophysiologiques insuffisantes, par exemple en fixant un objet brillant ou en écoutant un bruit monotone. En réalité,
Ces procédés ne servent qu'à détourner et à captiver l'attention consciente. La situation est la même que si l'hypnotiseur avait dit à la personne « Maintenant, occupez-vous exclusivement de ma personne. Le reste du monde est totalement inintéressant. » Certes, il serait techniquement inadéquat que l'hypnotiseur tînt semblable discours. Par celui-ci, le sujet serait arraché de sa position inconsciente et serait incité à la contradiction consciente. Mais alors que l'hypnotiseur évite d'orienter vers ses desseins la pensée consciente du sujet et que la personne en expérience se plonge dans une activité qui ne peut manquer de lui faire paraître le monde inintéressant, il arrive qu'inconsciemment elle concentre véritablement toute son attention sur l'hypnotiseur et se mette vis-à-vis de lui dans la position du rapport hypnotique, du transfert. Les méthodes indirectes de la mise sous hypnose ont donc pour effet, tout comme de nombreuses techniques du mot d'esprit, d'empêcher certains partages de l'énergie psychique qui perturbe le déroulement du processus inconscient, et elles aboutissent finalement au même but que les influences directes par la fixité de regard et les passes. La situation qui fait que la personne est inconsciemment réglée sur l'hypnotiseur alors que consciemment elle s'occupe de perceptions invariables et inintéressantes trouve dans les événements du traitement psychanalytique un pendant qui mérite d'être mentionné ici. Dans toute analyse, il arrive au moins une fois que le patient affirme une obstination que présentement il ne lui vient absolument rien à l'esprit. Ces associations libres se bloquent et les incitations à leur mise en route échouent. Et en faisant pression sur le patient, on obtient facilement de lui l'aveu qu'il pense à ce qu'il voit par la fenêtre du cabinet de consultation, au papier peint du mur qu'il a sous les yeux, ou à la lampe à gaz qui pend au plafond. On sait aussitôt qu'il est entré dans le transfert, qu'il est accaparé par des pensées encore inconscientes qui se rapportent au médecin, et l'on voit le blocage des idées spontanées du patient prendre fin dès qu'on lui a donné cette explication.